Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Bertrand Legrand, qui est auteur du journal d'un médecin au temps du coronavirus. On va commencer par ce témoignage, qui est un témoignage terrain de ce qui s'est passé et de la manière dont les médecins ont vécu la crise. On envoie le témoignage tout de suite. Alors, bonjour à tous. On m'a chargé de vous faire un petit quart d'heure sur les pathologies qu'on a pu rencontrer pendant la période Covid, mais hors Covid. Et donc, moi, je m'appelle Bertrand Legrand, je suis médecin généraliste à Tourcoing. Donc dans un quartier populaire, voire très populaire, qui ressemble à des villes comme Roubaix, enfin donc un habitat très dense avec des personnes qui essentiellement sont en grande précarité. Pour vous donner une idée, j'ai à peu près 50 à 60% de gens au chômage dans le quartier où je travaille. Je suis seul médecin pour 8000 habitants et avec ma femme, donc ça fait quand même deux. J'exagère un peu quand je dis seul. Donc on a en charge cette population avec évidemment une population qui peut aller dans d'autres quartiers, mais quand même une population qui est très concentrée dans mon quartier. Alors, au moment où le Covid a démarré, alors c'est toujours un peu une question compliquée parce qu'en fait, la vraie question, c'est quand est-ce que le Covid a démarré? Est-ce que le Covid a démarré en février ou est-ce qu'en octobre-novembre, il était déjà parmi nous? Moi, je daterais ça, je vais dire à peu près de janvier, date à laquelle les choses ont pour moi commencé. À partir du mois de janvier, on a commencé à voir, donc en médecine générale, des syndromes que l'on n'a pas du tout identifiés, en reprenant, les habitudes que nous avions, à savoir, une attitude probabiliste, puisqu'en médecine générale, on soigne en fonction de la probabilité. Ce qui veut dire que, on a l'habitude d'avoir, une fréquence de maladie, associée à des signes. Donc par exemple, si vous avez mal à la gorge et que vous faites de la fièvre, en matière générale, il s'agit d'une angine et on va commencer à faire un examen d'angine. Donc c'est ce que nous avons fait de janvier à mars, tout à fait naturellement, sachant que le Covid pouvait arriver, mais on n'était pas tout à fait sûr. Et donc ça a été une période assez étonnante où on a soigné les gens en pensant être dans un mode de probabilité habituel. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte en faisant un retour en arrière que on avait des enchaînements qui étaient un peu anormaux, avec des gens qui avaient une diarrhée mais qui nous demandaient des sirops antitussifs, des gens qui venaient pour de la toux et qui étaient traités comme une angine mais qui après allaient décompenser. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que nos probabilités avaient changé. Alors pourquoi je vous dis ça alors que je ne dois pas vous parler du Covid? C'est pour vous expliquer que sur la partie restante, en réalité, on a eu vécu pendant cette période du Covid une sorte d'écrasement des pathologies aiguës, c'est-à-dire que les pathologies aiguës ont tout doucement disparu de cette période un peu particulière du Covid. Pendant tout un temps, on s'en est pas bien rendu compte. On a associé le Covid à ces pathologies. On a cherché à faire coller le Covid à ces pathologies. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, non, les pathologies avaient disparu, la gastro avait disparu. C'était assez drôle, puisqu'en fait, je me suis même aperçu que la fréquence des otites avait très nettement diminué. Et donc, que l'on voyait beaucoup moins d'otites que d'habitude. Alors, après, donc ça c'est pour la phase des maladies et donc la façon dont on a pris en charge les choses. À un moment donné, il a fallu se reposer la question de se dire: «Est-ce que ce qu'on m'a appris à la faculté, est-ce que la fréquence rapportée des maladies par rapport aux signes est toujours valide?» Et clairement, la réponse était non, elle n'était plus valide à ce moment-là. Il fallait se repositionner et se rebaser sur ce qui était du savoir sûr, à savoir la sémiologie, donc l'étude des signes cliniques et se refaire des référentiels en fonction des signes et des symptômes que nous avions. Et si je vous dis ça, c'est parce que au même moment, on nous disait il faut passer en télémédecine, il faut travailler à distance, etc. Alors que l'importance même de la clinique prenait une importance capitale, puisqu'on ne pouvait plus se fier aux simples probabilités. Et c'est en réapprenant à examiner cliniquement nos patients et à se reposer ces fameuses questions de savoir
en dehors de la probabilité, est-ce que le tableau clinique colle avec la pathologie que j'ai donnée? Et là, à ce moment-là, on retrouvait une médecine qui avait du sens, mais ça nécessitait forcément de voir les patients. Alors du coup, forcément, nous dans notre cabinet, quand on a compris ça, on a adapté aussi le cabinet, de manière à ce que, les files actives de patients ne se croisent pas entre, patients Covid et patients non Covid. Et il a fallu aussi réassurer nos patients parce qu'ils étaient particulièrement inquiets, ils avaient peur d'attraper, d'autres maladies. Donc on a fermé la salle d'attente, on a commencé à se changer, et ne plus être en tenue civile, mais à être en tenue, je dirais, pyjama de bloc et cetera. Et il a fallu prendre d'infinies précautions de manière à ce qu'il n'y ait pas de chaîne de transmission qui se fasse chez nos propres patients. Et ça, on l'a étudié après avec un professeur d'informatique médicale et de santé publique de Lille. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas eu de chaîne de transmission. Et puis, un point qu'on a abordé assez rapidement au cabinet, c'est qu'on s'est mis à aérer le cabinet de manière très simple. C'est quelque chose qu'on a tous notion dans les grandes épidémies. L'aération fait partie des choses dans les syndromes respiratoires. Et donc, du coup, nous, on s'est mis tout de suite à aérer. Alors, autant vous dire qu'on a eu très, très froid et qu'on n'a pas été très écologique. On a mis le chauffage à fond pour pouvoir pallier ce froid-là pendant la période de mars. Et puis qu'après, ça a été un peu mieux. Mais donc, c'était aussi quelque chose de nouveau pour nous de devoir examiner les patients dans des conditions techniques qui n'étaient pas les mêmes. Alors, on a aussi adapté d'autres choses. On s'est adapté au secret professionnel, là où aujourd'hui le secret professionnel est quelque chose d'essentiel en médecine. Pendant la période du Covid, on a dû examiner les patients, porte ouverte, fenêtre ouverte, et donc bien évidemment, on a dû s'asseoir un petit peu sur le secret professionnel. Donc, il a fallu s'adapter avec nos patients pour que, quand ça commençait à devenir des questions un peu plus intimes ou un peu plus gênantes, on puisse refermer le temps de la question, puis réouvrir dès qu'on avait fini d'aborder ce sujet-là. Donc ça, c'était des gros changements pour nous, des choses qui nous ont vraiment fait remettre en cause. Et c'est probablement cette chose-là qui m'a marqué le plus, c'était le besoin de toujours s'adapter en fonction de la situation et non plus en fonction de ce qu'on m'avait appris, et de savoir transiger avec des règles qui étaient certes essentielles hors période Covid, mais qui devenaient totalement dangereuses, voire dépourvues de sens à partir du moment où on était en période Covid. Donc ça a été un effort permanent de se retrouver du sens médical dans l'action que nous faisions. Après, donc du coup, ce que je vous disais, c'est que heu, on a bien examiné nos patients, c'était essentiel. Et je vous donnerai juste une anecdote comme ça qui m'a beaucoup fait sourire. J'ai eu un patient roumain comme ça qui venait et qui me disait: «Docteur, au téléphone, j'ai mal», alors je guide l'interrogatoire, j'essaye de comprendre où est-ce qu'il a mal. Il m'explique qu'il a mal à la boule. Je crois comprendre que c'est la cheville, qu'il s'est fait une entorse de cheville. Je finis par lui dire: «Bon, bah, écoutez, on va essayer de faire ça en télémédecine, je vous envoie une ordonnance» et cetera. Puis, le patient qui savait pas bien parler français, mais qui avait compris que j'avais pas bien compris, me dit: «Non, je vais venir, j'ai pas de mail», et puis quand il arrive sur place, je suis dans le jardin et puis je lui dis: «Bah, écoute, montre-moi là où tu as mal». Et là, je le vois toucher son pantalon et je comprends que c'est pas du tout un problème d'entorse de cheville. En fait, c'était une épididymite. Alors, je vous raconte ça, bon, ça m'a fait beaucoup de sourire devant la situation, mais en réalité, l'incompréhension lorsqu'on est en télémédecine peut être très importante, et il faut toujours se méfier de ne pas avoir compris ce qu'on appelle le langage non verbal, ce qu'on va comprendre au décours d'un face-à-face. Quand on a le patient sous les yeux, il y a un tas de choses qui ne sont pas dites et qui sont essentielles à la bonne compréhension et au bon soin du patient. Donc ça a aussi été quelque chose sur lequel j'ai beaucoup moi-même appris. Je pensais qu'effectivement un certain nombre de choses pouvaient se faire en télémédecine, et en réalité, les parties aiguës sont en fait très compliquées à réaliser en télémédecine et beaucoup plus théoriques que pratiques. Alors il y a une partie par contre sur laquelle la télémédecine m'a bien servi,
Ça a été la partie, sur la surveillance de nos malades chroniques. Moi, j'ai l'habitude de suivre mes patients, diabétiques, hypertendus, BPCO, de manière, très régulière parce que je suis vraiment un partisan de, ce que j'appelle, des micro-éducations thérapeutiques. C'est-à-dire, je fais 1 minute d'éducation thérapeutique dans une consultation, mais au moins le message, lui, est passé et j'évite de faire des, 10-15 minutes qui, de toute façon, ne permettent pas d'obtenir une éducation thérapeutique efficiente. On sait qu'un patient, comme un étudiant en médecine, ne retiendra à peu près que 1 minute, enfin un 10% de ce qu'on va lui dire. Donc, il faut savoir avoir un message d'éducation thérapeutique qui soit succinct et qui va droit au but. Alors ça, je voyais fréquemment mes patients, ça m'a permis au moment où on était en confinement, de rompre ce besoin de les faire venir au cabinet. Et donc, ça m'a permis là, pour le coup, d'avoir une télémédecine tout simplement par téléphone, en rappelant les personnes, en voyant, voilà, c'est l'heure de votre renouvellement, est-ce que tout va bien, quels sont les paramètres, je regarde votre bilan, le bilan est dans les clous, il n'est pas dans les clous, est-ce que vous continuez à faire les efforts qu'on avait vus et de permettre ainsi d'avoir poursuivi le suivi chronique. Et au final, quand on a déconfiné, je me suis aperçu que on n'avait pas tant que ça glissé. Alors bien sûr, les hémoglobines glyquées avaient un petit peu augmenté pour les diabétiques parce qu'il n'y avait pas eu l'activité physique nécessaire, mais pour la plupart des choses, on était à peu près dans les clous et à peu près à jour. Et il a fallu juste rattraper les quelques examens qu'on n'avait pas fait pendant le confinement. Donc au final, on n'a pas eu une masse de travail si importante que ça. Puis on n'a pas vu non plus de complications si importantes que ça au déconfinement. On avait beaucoup entendu de risques d'infarctus complémentaire, de tumeurs ratées, etc. C'est pas ce que j'ai constaté moi dans mon cabinet, probablement parce qu'on les avait suivis régulièrement avant, probablement parce qu'on avait fait des check-ins réguliers au téléphone et que quand on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui commençait à ne pas être vraiment dans les clous ou quelque chose d'impalpable qu'on n'était pas bien sûr d'avoir bien compris, à ce moment-là, on les faisait revenir en matinée dans les périodes, dans les zones non Covid, de manière à pouvoir les réexaminer et de rattraper le tir. Après, on a eu des difficultés qui ont été importantes, tout simplement pour opérer les gens. Moi, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille chez un patient. Ça a été presque 2 heures pour réussir à trouver un chirurgien prêt à opérer mon patient. Et puis, c'était pas une urgence absolue. En même temps, c'était une urgence. Donc, il a fallu défendre le dossier pour pouvoir réussir à le faire opérer. Tout ça nous a pris un temps phénoménal pour une pathologie qui, toutefois, d'habitude, aurait pris 5-10 minutes, le temps d'un adressage de 1 ou 2 SMS. Là, c'était totalement différent. Donc ça a été aussi une période un peu compliquée parce que c'était une période où la coordination avec les autres professionnels est forcément passée par le téléphone et par la négociation pour chacune des pathologies pour laquelle on devait adresser un patient. Et dans le même temps, quand je vous dis qu'on adressait nos patients, on a fait aussi extrêmement attention à réduire les contacts. Il n'était pas question d'aller se demander un tel examen complémentaire ou tel autre examen complémentaire s'il n'avait pas un sens immédiat, parce que du coup, on a reporté un certain nombre d'examens complémentaires de manière à limiter les interactions avec le personnel de santé, puisque on se rappelait quand même que le Covid est une maladie nosocomiale en premier lieu, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. On est en octobre et on se rend bien compte que les premiers clusters sont malheureusement dans les hôpitaux et dans les cliniques. Hein. Donc malheureusement, le contact avec les autres professionnels de santé est un contact à risque et donc il ne s'agissait pas d'aller envoyer nos patients fragiles dans des contacts à risque. Donc voilà un peu l'ensemble des processus qu'on a mis en place au sein du cabinet, mais on a aussi mis en place une nouvelle stratégie de récupérer les appels. Là où avant j'avais un simple standard téléphonique, on est passé à un standard téléphonique par internet qui nous permet de savoir la totalité des appels qui étaient entrants de manière à ne rater aucune urgence. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, on ratait quasiment un appel sur 2 au moment du confinement, qu'on n'arrivait pas à décrocher alors que j'avais une secrétaire sur place qui ne passait son temps qu'à décrocher le téléphone. Donc là, j'ai été très surpris et du coup, dès le déconfinement, on est passé à une secrétaire plus une assistante, ce qui me
permet aujourd'hui d'avoir un volume de décroché téléphonique très important. Et j'avoue que ça aussi, ça a été dans cette période-là, je me suis rendu compte de la difficulté qu'on pouvait avoir à joindre un cabinet médical, tout simplement parce qu'en fait, plusieurs personnes appelaient en même temps et consommaient le temps de ligne qui n'était pas adapté à cette période-là. Voilà, après on est resté quand même en consultation libre pendant toute la période du Covid parce qu'on a ressenti le besoin des patients qui était un besoin immédiat et non pas un besoin qui était programmé dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Dans ces périodes de confinement, le médecin doit rester disponible à l'immédiateté du patient. Sinon, je pense que on rate un grand nombre de patients qui passe à autre chose et du coup l'urgence est reportée de ce fait-là. La disponibilité, c'est essentiel, se remettre en cause, c'est essentiel et je pense que c'est des qualités nécessaires à un bon médecin généraliste. 3 secondes. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.